Tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouveau webinaire Culture RH. Alors, je vous invite à nous faire signe dans le chat quand vous êtes connectés. Comme ça, on est sûr que tout fonctionne, que vous êtes bien là. J'attends de voir si des noms et des bonjours apparaissent. Et voilà, ça fonctionne. Bonjour tout le monde, bonjour. Manon, Patrice, Solène, Pauline, Anne-Sophie, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver. On ne se quitte plus en ce mois de novembre. On a tellement de sujets à traiter. Donc, ravie de vous retrouver. Et puis d'autant plus ravie pour aborder un sujet qui n'est pas forcément visible, un peu discret, et pourtant il y a tant à dire, puisqu'on va parler aujourd'hui du sujet du handicap. Et pour ce faire, on a non pas une ni deux, mais trois, trois invités avec le smile en plus. Donc on va vous diffuser de la bonne humeur ce matin. Je vous invite à vous présenter les unes et les autres. Je vois Clara en premier sur mon écran. Donc Clara, je te donne la main et je te laisse la passer après aux collègues. Ça marche, bonjour à tous, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Donc moi c'est Clara Gobert, je suis directrice marketing chez Claro. Chez Claro, qu'est-ce qu'on fait? On s'attaque à un problème invisible qui est qu'en France, un salarié sur deux ne réclame pas les aides auxquelles il a le droit. Donc on parle de plusieurs millions d'euros qui restent sur la table chaque année. Notre mission, c'est de changer ça et même plus globalement d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés. Donc, on propose une plateforme qui permet à chaque salarié d'identifier les aides auxquelles il peut prétendre et surtout, on met à disposition des conseillers qui les accompagnent dans toute leur démarche. Même pour aller jusqu'à réclamer si besoin, le collaborateur n'est plus face à la complexité administrative et c'est particulièrement crucial pour les personnes qui sont en situation de handicap, qui ont accès à de nombreuses aides spécifiques et qui sont souvent méconnues ou perçues comme trop complexes. Et donc, avec l'ARO, c'est à la fois un accompagnement financier qui peut représenter plusieurs milliers d'euros par an par salarié, mais aussi un vrai soulagement en termes de charge mentale qu'on apporte aux salariés en situation de handicap. Donc, pour les RH, Claro, c'est un levier d'inclusion concret, puisque on permet de soulager financièrement et même euh, mentalement avec le poids des démarches, les collaborateurs. Et c'est aussi un outil pour les RH pour mieux connaître leurs collaborateurs et notamment ceux en situation de handicap et donc adapter, leurs actions, vos actions, à votre population et on va en parler, mais ça c'est ce qui participe aussi à construire ce climat de confiance et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ravie de discuter de ce sujet-là avec vous qui nous touche beaucoup chez Claro. Et de manière très concrète en plus, parce qu'on a deux autres invités. Je vous laisse vous présenter. Caroline. Oui, bonjour à tous et à toutes. Caroline Damon, donc je suis DRH dans une entreprise industrielle dans le secteur de l'automobile. Donc l'accueil et l'inclusion de salariés en situation de handicap dans l'entreprise, c'est à la base déjà une mentalité, une stratégie de l'entreprise. Et donc aussi le fait d'embarquer absolument tous les salariés, mais comment le réaliser, comment donner confiance alors aux salariés en situation de handicap, à la direction, mais aussi à tous les collaborateurs, comment créer l'environnement de travail satisfaisant pour ce salarié en situation de handicap et comment surtout attiser toutes les convoitises de l'entreprise autour de ce sujet qui est vraiment majeur dans l'entreprise et qui vient surtout impacter la culture de l'entreprise. Mais quel teasing! Elle nous a fait un teasing. C'est parfait, merci. Laura? Eh bien, merci Caroline, merci Anaïs et Clara. Je suis ravie, de vous retrouver ce matin et vous tous qui êtes là, derrière vos écrans. Je suis Laura Lanzone, je travaille à l'AGEFIP, à la région Île-de-France. L'AGEFIP, c'est l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Nous aurons l'occasion d'en parler, j'en suis sûre. Je suis absolument ravie de vous rejoindre sur ce webinaire et surtout ce jeudi 20 novembre qui s'inscrit dans la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Ravie de parler de ce sujet Ouais. extrêmement vaste.
Eh ben, nous aussi, on est ravis côté culture RH de pouvoir ouvrir ce sujet-là. De mémoire, je crois qu'on n'a encore jamais fait un webinaire sur ce sujet, donc je suis d'autant plus ravie. On est là pour passer à peu près 1 heure ensemble, tous ensemble. Comme j'aime bien le répéter à chaque fois en démarrage de webinaire, ce webinaire, il est fait pour vous, vous qui êtes en train de nous écouter. Donc vraiment, sentez-vous à l'aise de réagir, de rebondir, de poser vos questions. Moi, je me ferai votre relais auprès de nos 3 invités. Et puis, on réservera un petit temps à la fin si jamais vous avez encore des questions. Le replay vous sera envoyé automatiquement à l'issue du webinaire. Et je crois que j'ai à peu près tout dit. Alors, ce qu'on vous propose, c'est peut-être vous mettre tout de suite dans le bain avec une question, avec un sondage. On aimerait bien un peu voir votre perception autour de cette question. Selon vous, quelle est la proportion de salariés en situation de handicap qui ne se déclarent pas auprès de leur employeur. Donc, je vais vous partager le sondage et vous allez pouvoir voter en direct, histoire que l'on voit un petit peu la tendance qui ressort. On est assez curieuse de voir si vous êtes aligné avec effectivement la statistique qu'on pourra vous partager juste après. Alors, je vois un petit peu la tendance qui s'affiche. On a pour l'instant un gros 70% qui nous dit plus de 30%. Alors, le choix de réponse, c'était 5%, 15%, 25% ou plus de 30%, voilà, qui ne déclarent pas leur handicap auprès de leur employeur. Et après, on va développer pour essayer de comprendre justement pourquoi une part d'employés ne le déclarent pas. Bon, la tendance globale, parce qu'on a déjà un bon panel de votants, on a 8% de personnes qui pensent 15%, 23% qui pensent 25% et 70% qui votent plus de 30%. Voilà, je crois que c'est à peu près ça les résultats. Bon, sans grande surprise, finalement, le résultat, je ne sais pas ce que vous en pensez. On est sur un bon 30%, voire plus, une statistique issue de l'étude Michael Page et de la GFIP. Je vous propose peut-être toutes les 3 de commenter ce chiffre, d'apporter aussi votre analyse. Pourquoi plus de 30% et notamment sur des questions de crainte de discrimination, manque de sécurité psychologique. Déjà, dans un premier temps, Laura et Caroline, c'est quoi votre analyse? Caroline, tu veux réagir d'abord? D'accord, donc c'est vrai qu'on se rend compte que bon nombre de salariés qui pourraient en tout cas nous informer d'une reconnaissance de travailleurs handicapés ne le font pas. Effectivement, c'est un peu là Ah, je crois que ça a buggé. On n'entend plus Caroline. Non. On n'entend plus Caroline, ça a ce buggé. refus d'en parler. Ah, je vous ai retrouvé? Ça y est, t'es Ouais, revenu. c'est Est-ce bon. que je t'ai retrouvé? Super. Ouais. Donc, bon nombre ne se déclarent pas en situation de handicap et beaucoup aussi ne souhaitent pas le dire, ne souhaitent pas informer la direction. Ça y est, c'est en train de se reconnecter. Ouais. Je disais que Ça bon avait- nombre de salariés ne veulent pas forcément en parler parce qu'ils ont honte par rapport à leurs collègues, pardon, et d'autres en fait ne savent pas forcément non plus qu'ils ont la possibilité d'être reconnus salariés en situation de handicap. Ils ne savent pas aussi tout l'intérêt que ça peut leur porter. Alors, je suis tout à fait, je te rejoins tout à fait, Caroline. Ce qui se passe, c'est que quand on évoque cette question de la santé, on est sur un sujet profondément intime. Et donc, la question se pose toujours, est-ce que je parle de l'intimité sur mon lieu de travail? C'est quelque chose qui paraît presque contradictoire. D'autre part, tu parles de honte, la maladie et le handicap, ce sont des sujets très tabous. Et d'abord avec soi-même, très souvent, alors d'abord, si par exemple, je vais citer un exemple très concret, si on a une allergie qui nous met dans des situations très difficiles, parfois qui impactent notre vie tous les jours, mais on a toujours été allergique et on s'est toujours débrouillé tout seul. Et en réalité,
parfois, voilà, on ne comprend pas le lien avec le mot handicap lui-même. Donc il y a aussi, aussi de la part de nous tous, parfois une méconnaissance de ce qu'est le handicap, de ce qui rentre dans le champ du handicap. D'abord, il y a une méconnaissance. Ensuite, il y a le fait de le savoir, mais de se sentir absolument pas handicapé, et de considérer que, je pense par exemple pour prendre un autre exemple au diabète, si on est diabétique depuis toujours, on s'est toujours débrouillé et on ne voit pas pourquoi on irait en parler à l'employeur, d'autant plus que si on s'est toujours débrouillé jusqu'à présent pour faire ses études et ensuite trouver un emploi et avoir une carrière, se pose la question de mais je ne vois pas enfin, si je donne des informations sur une certaine vulnérabilité, est-ce que ça va pas me coûter, on va me retirer un dossier peut-être, on va considérer que je suis plus capable. Donc je crois qu'il faut considérer que c'est quelque chose de très intime, et qu'il y a d'abord une discussion à avoir avec, soi-même. Et à noter que, enfin, on va parler après justement du cadre légal, parce que je vois Stéphanie dans le chat qui demande: «Est-ce que c'est obligatoire de faire apparaître sur son CV la mention RQTH?» Alors, il me semble que Ouais. non. Pour avoir déjà Ça fait du n'est pas recrutement, obligatoire. c'est Ça pas n'est pas obligatoire. obligatoire. Ça, c'est vraiment Ouais. propre à chacun. Il y en a qui le font, il y en a qui souhaitent le dire tout de suite. Il y en a qui préfèrent le dire à la fin de la période d'essai, qui veulent quand même se faire reconnaître, mais surtout que ça ne puisse pas leur coûter leur poste pendant la période d'essai. Et puis, il y en a qui ne le disent jamais, 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 jamais. Donc, on ne les comptabilise jamais, en fait. Oui, voilà, donc on anticipe ce qu'on allait vous expliquer juste dans quelques minutes et c'est une question évidemment très importante. La loi permet à un candidat de ne pas parler de sa situation de handicap et donc qu'on soit au stade de l'entretien, qu'on soit au stade de la période d'essai ou qu'on soit déjà recruté au sein d'une équipe, on est toujours libre de ne rien communiquer. Mmh. Là, Effectivement, c'est on un des spoil rares un cas. petit peu. Ouais, mais on pourra passer plus rapidement C'est vrai. sur ce fameux cadre légal, mais c'est quelque chose de très important. Il faut le rappeler, cette Mmh. profonde liberté absolue. Un employeur ne peut pas vous reprocher de ne pas avoir parlé de votre, par exemple, qualité de travailleur handicapé. Mmh. Les choses sont dites. Juste petite parenthèse, Oui. Laura, ton micro, je crois, il est trop près de ta Ah, bouche, on t'entend respirer très fort. Donc je te le dis parce que ça risque de parasiter l'échange. ouais. Clara, du coup, il y a un autre point aussi, c'est le fait que la plupart des employés ont absolument aucune connaissance de quels sont leurs intérêts. En fait, finalement, c'est quoi l'intérêt pour un salarié à se rendre visible auprès de son employeur? Ils le savent pas forcément. Complètement. Nous, c'est ce qu'on voit, hein. D'ailleurs, ce chiffre des 30 nous, on a un chiffre parmi les salariés qui utilisent Claro, on a 34 des salariés en situation de handicap qui se disent, en effet, ne pas se déclarer, auprès de leur Ah oui. entreprise. Après, c'est des chiffres qui varient, beaucoup en fonction de l'entreprise, parce qu'on va avoir, des entreprises où ça va descendre à seulement 14 de salariés qui ne se déclarent pas et puis d'autres où c'est 70. Mmh. On a regardé, c'est pas lié à un secteur, mais on en parlera après, c'est un peu tout le sujet. C'est quand même beaucoup lié à ce que met en place l'entreprise. On Ouais. a des clients qui travaillent ce sujet depuis le long terme, qui en sont à leur 5e, 6e accord d'entreprise sur le sujet et on voit bien que sur ce type, d'entreprise, forcément le taux, est plus bas. Et donc, comme on le disait, c'est parce les salariés ne connaissent pas forcément, leur intérêt à se rendre visibles et notamment, nous, on le voit bien au niveau des droits, des aides. Aujourd'hui, sur Claro, nous, on répertorie 177 aides pour les personnes en situation de handicap. Donc bien évidemment, il y a les aides qui sont les plus connues, qui vont être les allocations aux adultes handicapés, l'AAH, qui est donc proposée par, la CAF ou les aides par la MDPH. Mais il y a aussi beaucoup d'aides qui sont, proposées par la région, par l'agglomération, par la GFIP, même par l'entreprise qui parfois, met en place des aides spécifiques, pour, les personnes en situation de handicap dans leur entreprise. Donc il y a énormément d'aides, qui sont peu connues. Ça va être des aides qui sont financières et parfois c'est des aides qui ne sont pas financières, qui sont là pour apporter un service ménager par exemple ou, un service voiturier, ce type de choses. Les montants, nous, on voit le montant moyen, c'est à peu près de 100 €
par an et par aide. Mais l'AAH, par exemple, ça tourne autour des 700 € par an. Donc, c'est vraiment dommage de passer à Oui. côté de ces aides-là. Surtout que là, c'est des moyennes. Hein, donc, vous imaginez que ça peut tirer bien au-dessus. Et puis, il y en a pour qui c'est bien en dessous. Et aujourd'hui, on voit chez Claro qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui ne touchent pas ces aides alors qu'ils sont éligibles. On a certaines entreprises où ce taux va monter à 80% des personnes Wow. éligibles qui ne touchent pas les aides. Sur la moyenne, on est plus aux alentours de 40, mais ça peut monter à 70%. Donc, c'est pour ça que c'est important de communiquer sur ce à quoi ils peuvent avoir accès. Et c'est notamment les équipes RH qui peuvent accompagner les collaborateurs sur leur compréhension ou des services externes comme Claro. Mais ça, Oui, on elles aura sont pas l'occasion d'en toutes reparler. seules. On va en parler après, Exactement, justement. on en Et reparlera. juste petite parenthèse, Clara, il y a Fatima qui demande si l'AAH est cumulable avec l'activité salariale. Oui, C'est vrai qu'on peut avoir tendance à croire que les personnes qui bénéficient de l'AAH ne travaillent pas. Et c'est une croyance. c'est lié au salaire, c'est lié au revenu. Ok. Très clair. Et alors, du coup, justement, pour faire le point avec ce que tu viens de nous partager, alors, tu as déjà évoqué des points, mais peut-être que Caroline et Laura vont pouvoir compléter. Quel serait leur intérêt, du coup, à se rendre visible? Parce que c'est aussi ça ce dont ils doivent prendre conscience aussi. C'est quoi leur intérêt? Alors effectivement, en entreprise, quelqu'un qui est en situation de handicap peut avoir besoin d'aménagement ou peut avoir des restrictions en fait à son poste de travail. Donc moi, je travaille dans une entreprise où on a entre autres de la recherche et du développement, c'est-à-dire des laboratoires, des machines, des espaces qui sont potentiellement accidentogènes et autres. Il y a de la coactivité, donc en tout cas, il faut potentiellement aménager ces lieux-là. Il faut potentiellement aménager leur organisation. Il faut qu'ils puissent se sentir sécurisés. Et donc, oui, ils ont plus intérêt à se rendre visibles pour qu'on fasse attention à leurs besoins et qu'on puisse venir répondre à leurs attentes, qui sont très diverses en fonction déjà du type de personnalité, de caractère, mais aussi du type de handicap. Donc, nous travaillons beaucoup dans l'ombre, et surtout pour tous ceux qui ne veulent pas être visibles aux yeux des collaborateurs. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas forcément nous le dire, parce qu'on peut vraiment venir apporter un confort au quotidien aux collaborateurs qui est en situation de handicap. Est-ce que Laura, tu veux compléter? Est-ce que vous Non, m'entendez ouais, non. sans arrêt? Oui, non. Suspense. Les aléas techniques. Je crois qu'elle est en train de se rebrancher. Là, ton micro est fermé. Là, ton micro est coupé. Ouais. Non, ça ne veut pas. Je pense qu'il faut que tu réactives sur la plateforme. Tu as un icône pour activer ton micro. Ah, non. Micro. Si. C'est bon. Ah bah non. On t'entend pas. Bon. on te laisse faire ton réglage technique. Laura, est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce que vous m'entendez là? Ouais. Est-ce que c'est Oui. bon? Super. Oui, je rejoins tout à fait, Caroline, merci beaucoup. L'intérêt de se rendre visible. Je voulais préciser quelque chose par rapport à cette liberté qui était liberté de manifester un titre administratif, par exemple, tel que la RQTH. L'intérêt, finalement, c'est exactement comme tu as dit, Caroline, c'est-à-dire de pouvoir échanger avec le référent handicap, la personne qui est en charge du handicap au sein de l'entreprise, sur non pas ce qui l'origine du handicap ou la maladie, parce que la question de l'intimité, elle protège le salarié à ce niveau-là. Donc il s'agit non pas d'aller raconter quelque chose d'intime, mais de faire la liste des conséquences de cette maladie ou de ce handicap sur de l'impact au quotidien sur les missions. Et donc, évidemment, c'est très différent d'une personne à l'autre. Et l'intérêt,
c'est de pouvoir, comme tu disais très justement, aménager ce poste en sachant qu'une situation de handicap, elle peut évoluer dans le temps. Et quand on s'est manifesté à l'instant T, on peut dire, monsieur, madame des ressources humaines, je voulais vous dire, je suis en situation de handicap, pour l'instant tout va bien et j'ai besoin d'aucun aménagement, je voulais juste vous prévenir. Et puis, 1 an plus tard, on peut décider de faire un point et de dire, je suis un petit peu fatiguée, j'ai des difficultés, il faut que je me repose, par exemple, plus régulièrement. Et là, la personne des ressources humaines peut dire, ça tombe bien, il se trouve que là où vous travaillez, nous avons mis en place une salle de repos. Donc, n'hésitez pas. Et ça s'appelle un aménagement relativement simple à Mmh. organiser. Hein, c'est un exemple pour dire que l'avantage, c'est de prévenir l'employeur, finalement, qu'il y a une situation qui peut éventuellement se dégrader. Pas nécessairement, mais Mmh. c'est d'assurer la suite. Parce que l'objectif de tout ça, c'est de rester en poste et de continuer à évoluer et de faire carrière. Très clair. Est-ce que Clara, il y a d'autres aides que tu n'aurais pas évoquées, quand on était sur la slide précédente? Parce que je me rends compte que tu as dû déjà donner pas mal de choses. Est-ce qu'il y avait des choses à ajouter? Non, pas particulièrement de choses à ajouter, mais en effet, nous, on rencontre beaucoup de RH qui nous disent qu'elles passent beaucoup de temps, elles, je dis elles parce que, pardon, elles, ces personnes passent beaucoup de temps à accompagner, notamment sur tout ce qui va être RQTH pour permettre de donner donc le statut. Donc c'est vrai que c'est quand même un intérêt. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas forcément à faire les démarches par eux-mêmes et donc se rendre visible auprès de son employeur, c'est aussi s'ouvrir la possibilité de se faire accompagner par son équipe en interne et donc comme on le disait, d'avoir plus d'informations sur ce dont ils peuvent bénéficier en s'ouvrant auprès de son équipe RH. Il y a Valérie qui demande dans le chat, est-ce qu'il existe un guide qui fait la liste des différentes aides extérieures à l'entreprise qui sont accessibles aux salariés et travailleurs handicapés? Ça Bah, existe ce genre de support? je ne sais pas s'il y a un guide, mais en tout cas sur Claro. Alors, Oui. il se trouve que moi, j'ai ma petite Bible que nous appelons l'offre de services et d'aide financière de l'AGFIP. Je l'ai imprimé, il est accessible à tous sur Internet. Je vous enverrai le lien. Il est mis à jour 2 fois par an et il fait la liste de tout ce que l'AGFIP peut faire. Et en complément, du coup, il y a Claro aussi qui répertorie toutes les aides possibles. Voilà, c'est ça. Via Nous, Claro, on a toutes les aides possibles. Alors, il y en a peut-être au niveau des agglomérations qu'on n'a pas forcément. En tout cas, c'est certain qu'on a toutes les nationales, les régionales, les départementales, celles de la GFIP également. Mais au niveau des agglomérations, il peut y avoir quelques petites spécificités qu'on n'a pas encore, mais nous, c'est un travail au quotidien de les ajouter, notamment quand on travaille avec des entreprises qui sont assez localisées. On va faire en sorte à ce moment-là d'aller chercher toutes les aides hyper locales. Donc nous, on en a 177 qui sont aujourd'hui répertoriées. Et donc, on aide à la fois sur, en fait, permettre aux gens de voir toutes les aides auxquelles ils peuvent être éligibles. Et c'est souvent ça qui est surprenant, c'est qu'on pense savoir. La plupart des gens pensent savoir. Et le résultat est que finalement, on n'est pas si au courant que ça parce qu'il y a plein d'aides un peu cachées, un peu invisibles, dont personne ne parle. Surtout, le handicap, ce n'est pas un sujet dont on parle beaucoup, qui est déjà un sujet invisible. Donc, c'est une barrière en plus. Sur Claro, surtout, n'hésitez pas. Nous, on fait aussi des webinaires à destination des collaborateurs. D'ailleurs, il y en a un qui a eu lieu mardi prochain. Donc, si vous voulez, je vous enverrai le replay pour que tout le monde y ait accès. Normalement, c'est juste pour les personnes qui sont clientes de Claro, mais je vous partagerai le replay avec plaisir pour que vous puissiez le Tu veux regarder, dire le qu'il y a eu partager à vos lieu équipes. mardi dernier? Mardi dernier, exactement. Et donc, qui sont des webinaires pour justement accompagner en chambre, en séance, les personnes qui le désirent pour les aider à trouver toutes les aides
Il y a vraiment un gros Ouais, enjeu ouais, de communication, au final, mais pas qu'à l'échelle de l'entreprise, même à l'échelle sociétale. On se rend compte que c'est pas un sujet. On en parlait juste avant le démarrage du webinaire, sur le fait que cette semaine, c'est la semaine, alors je sais plus la nomination exacte, mais la semaine, du handicap, enfin pour, parler de ce sujet sensible et en fait, Semaine beaucoup européenne, pardon, semaine semaine européenne. européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Ouais, Voilà, exactement. merci pour la précision et on se rend compte que c'est pas une évidence pour tout le monde, hein. Il y a pas tant de communication autour de ça, donc il y a vraiment un enjeu de communication. Et alors sur le sujet du cadre légal, Laura, tu nous as déjà pas mal spoilé, mais ce principe de liberté, si tu as des choses à ajouter pour compléter, voilà, qu'on comprenne bien, le fait que, voilà, il y a vraiment pas d'obligation et qu'un salarié voilà, n'est pas tenu d'en parler non plus. C'est important de le rappeler parce qu'on peut pas forcer les gens, en fait. Tout à l'heure, tu l'as dit, Caroline, quand tu parlais du CV et le fait de mettre ou pas RQTH sur son CV, finalement, c'est un choix, individuel, enfin, on ne peut pas Exactement, c'est forcer les très gens. personnel. C'est très C'est très personnel. personnel, ouais. Certains veulent vraiment qu'on le sache et dès le début. D'autres, au contraire, ont vraiment peur de le dire. Ce qui est certain, par contre, c'est que lorsqu'on recrute et qu'on est présenté à des candidats qui peuvent être en situation de handicap, le handicap est un des facteurs de discrimination. Donc, bien sûr, on Bien y sûr. va avec une ouverture et une tolérance sur le handicap qui doit être normalement énorme. Là, on va parler aussi un peu plus d'un focus entreprise, mais dans la vraie vie, dans la vie de tout le monde, on est tout le temps confronté à des personnes en situation de handicap. En entreprise, mais à l'extérieur, dans la famille, les amis, dans la rue, quand on croise quelqu'un. Donc, en fait, c'est l'affaire de tous. Donc, il n'y a pas lieu d'y avoir une discrimination. Hein, on peut tous y être confrontés de près, enfin de plus loin, ou alors vraiment pour soi-même. Hein. Oui, surtout qu'on a tendance à penser aux handicaps visibles, mais il y a aussi les handicaps invisibles qui représentent, alors j'ai plus la stat, c'est 80%, quelque chose comme ça, de handicaps qui Tout sont à fait. invisibles. C'est ça, hein? Oui, Et c'est j'aime bien énorme. l'expression de Clara. En réalité, c'est le sujet lui-même qui est Ouais. invisible. Mm. En fait, Exactement, personne ouais. n'a envie d'aborder, sauf au moment des Jeux olympiques. Tout à coup, c'est formidable. Il y a des paralympiques, ils sont beaux, ils sont merveilleux, ils Oui, gagnent des mais médailles d'or. ça dure que quelques Sitôt jours. les Ah bah, c'est-à-dire que l'engouement a duré, c'est formidable, c'est déjà mieux que rien, hein, mais j'ai envie de dire que dans la vie de tous les jours et c'est intéressant de ra Caroline, ce que tu viens de dire est absolument, fantastique. Bien sûr qu'on est entouré, nous dans nos sphères intimes et dans la rue, on croise des gens qui sont en situation de handicap parce qu'on ne le voit pas. À 8 personnes sur 10, voilà, en situation de handicap, bah, tout est caché. Et donc ça rend le sujet caché et c'est vrai que, je crois que plus il y a des interventions à la fois, évidemment des directeurs des ressources humaines, des chefs d'entreprise, des associations des entreprises, tout un écosystème qui s'intéresse à la question et qui souhaite, comme Claro finalement, qu'on aborde le sujet et qu'on en fasse quelque chose, c'est-à-dire qu'on permette à des individus d'accéder aux aides auxquelles et des services, hein, auxquels ils ont droit et plus le sujet deviendra, normal, ordinaire. Mmh. Je rappelle une statistique en plus des 80. Il faut reconnaître qu'avec l'allongement de la durée de vie, nous allons être à 50 nous-mêmes concernés par une situation de handicap au cours de notre vie. Parce que le handicap à 85 c'est un accident de la vie, c'est quelque chose qui arrive en cours de vie qui concerne des individus de plus de 15 ans. Hein, on a une large part de situations qui arrivent au cours de l'existence et qui va concerner une personne sur 2. Et c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que nous vivons longtemps. Hein, mais le revers de cet allongement de durée de la vie, c'est que nous rencontrons des situations de maladie, par exemple, qui veulent dire qu'on va devoir passer par des soins, des arrêts maladie. Et la bonne nouvelle, derrière cette mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que les progrès de la médecine nous permettent d'espérer, puis de retourner travailler. Alors de contacter les ressources humaines, de faire un point avec la médecine du travail, avec tout un mécanisme d'accompagnement qui fait qu'on peut retourner travailler
et idéalement, si on a besoin d'aménagement, eh bien, faire une démarche auprès de la maison du handicap, par exemple, et d'obtenir une reconnaissance de la qualité de travail handicap. Et alors, on va avancer sur l'aspect un peu plus solution. Maintenant qu'on a un peu mis à plat tout ça, vous êtes en train de nous écouter, vous qui êtes RH, et vous vous dites sûrement, OK, je prends conscience de tout ça, mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je suis censée faire à mon niveau en tant que RH? Et c'est parfait parce qu'on a une DRH parmi nous, Caroline, et la première étape, il est question d'un plan de confiance. Alors, dit comme ça fait très solennel, mais l'idée, c'est vraiment qu'il y a un travail aussi à mener autour de la culture de l'entreprise et notamment le fait d'embarquer les parties prenantes. Donc, on est toutes oui, Caroline, on a envie de t'écouter. Je sais que tu es passionnée en plus par ce sujet et que tu as du concret à nous partager parce que c'est un sujet pour ton entreprise. Donc, à toi le micro. C'est gentil. Je dirais même que c'est un sujet pour toutes les entreprises. En fait, ça pourrait presque même ne pas être un sujet parce que ça coule de source pour moi. On se l'était dit pendant la préparation. Je préfère en parler et en parler trop que de ne pas en parler aujourd'hui, mais j'espère ne plus en parler demain parce que voilà, toutes les entreprises auront adopté en fait ce style de fonctionnement. En fait, il faut, je pense, à la base, des personnes qui sont convaincues. Donc, elles viennent de l'équipe RH ou de la direction, et souvent, le DRH fait aussi partie de l'équipe de direction. Mais voilà, il faut vraiment que, viscéralement, on soit convaincu que aussi la richesse d'une entreprise est liée à la différence des salariés qui en font partie. Et puis, quand on est vraiment convaincu par nos démarches de handicap, il faut convaincre quand même cette direction. La direction, c'est pas toujours facile. La direction, il faut souvent leur parler chiffres, résultats, qu'est-ce qu'on ne perdra pas, qu'est-ce qu'on va y gagner ou autre. Donc, c'est super important et ça va être l'état d'esprit donc du cœur et l'état d'esprit aussi de qu'est-ce que ça va, entre guillemets, rapporter. Donc, ça va être un axe stratégique vraiment essentiel au niveau de l'entreprise. Et nous, on a par exemple décidé de la décliner de plusieurs manières. On a un accord d'égalité professionnelle qu'on a donc élargi en venant y inclure en fait toute la partie handicap. Donc, nos différents axes de travail sont aussi sur le handicap. On a des objectifs en face pour venir soit aider, soit communiquer sur le handicap. Donc, on a par exemple une démarche diversité et inclusion qui est très importante dans l'entreprise, alors dans le groupe dont on fait partie, mais aussi ici au sein de notre entreprise à Nantes. Et dans cette démarche diversité et inclusion qui est menée par un groupe de salariés, on va dire, drivé au quotidien par un groupe de salariés sur le site, le handicap est un des éléments de la diversité et donc de son inclusion. Et on prépare une charte de la diversité et de l'inclusion pour vraiment faire reconnaître justement chaque aspect de la démarche. Et puis, donc la direction, voilà, elle est convaincue, elle a compris qu'il y avait certains bénéfices. Et après, on va descendre cela sous forme de politique, entre autres au niveau manager. Les managers, vous savez, c'est vraiment la plaque tournante, j'ai envie de dire, de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils sont et les représentants de la direction pour porter les messages et aussi les super oreilles de leurs collaborateurs pour remonter ce qui pourrait aller moins bien. Donc, en fait, on porte un intérêt très important au niveau des managers pour leur apporter le maximum d'informations et de solutions pour pouvoir, entre autres, accueillir ces salariés en situation de handicap. Alors, tout à l'heure, on parlait de discrimination potentielle, entre autres, lors du recrutement. Mais oui, donc on les forme à ces problématiques de discrimination pour être sûr que dès le recrutement, il n'y ait aucun problème à ce sujet-là. On les accompagne pour les sensibiliser à qu'est-ce que le handicap, comment ça peut se traduire et puis comment en fait on va faire avec au quotidien. Parce qu'en plus, il existe beaucoup de handicaps, on en a parlé, visibles, invisibles, les personnes qui sont reconnues comme telles ou pas, des handicaps qui peuvent être temporaires.
hein. Donc, on a une situation qui va durer quelques mois, voire quelques années, mais qui est temporaire. Donc, on va aussi beaucoup former l'équipe RH, va proposer des espèces de guidelines, de règles pour aider les managers à accueillir, à réaccueillir quelqu'un qui revient potentiellement d'un arrêt assez long et qui, depuis, est en situation de handicap. Donc, son regard a changé sur son poste, sur son équipe, et puis le regard du manager et des collaborateurs aussi. Donc voilà, on va essayer de sensibiliser un maximum. Et puis après, il y a le reste de l'entreprise, ceux qui font donc le quotidien finalement du salarié en situation de handicap. Il ne faut pas les oublier parce qu'eux aussi ont besoin d'être sensibilisés, savoir ce que c'est que le handicap en entreprise, que si jamais ça pouvait leur arriver, on serait là pour les aider, les accompagner et autres. Donc, il faut animer nos démarches, rester avec cet état d'esprit très, très inclusif pour faire le mieux possible. Ça ne marche pas à tous les coups et des fois, on est un peu trop à côté de la plaque ou on en fait trop. Mais au moins, si jamais on a du participatif et du collaboratif autour de nous, on va pouvoir arriver à construire quelque chose de vraiment bien. Et puis, pour terminer, voilà les structures qu'on appelle externes. Donc, justement, on a Claro, on a l'AGFIP. C'est aussi travailler avec eux, c'est aussi travailler avec le référent handicap au sein de l'entreprise, mais c'est pouvoir créer les meilleures conditions de travail pour le collaborateur qui nous rejoint en situation de handicap, adapter son environnement, adapter ses conditions, adapter son organisation du travail, peut-être même son temps de travail. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui va vraiment le suivre au quotidien. Et ça, Laura et Clara, en tant qu'externes, il y a vraiment cette notion de logique 360 et plutôt rassurante d'ailleurs pour le RH, parce que Caroline, tu peux le dire, tu n'es pas toute seule face à ça, enfin, tu ne peux pas porter sur tes épaules tout ça. Donc, il y a vraiment une notion de logique 360 avec les partenaires externes, finalement. Oui, et même les partenaires sociaux au sein de l'entreprise qui ont souvent énormément œuvré pour le handicap et aussi pour d'autres sujets inclusifs. Mais effectivement, je ne suis pas seule. Il y a ce référent handicap, il y a une infirmière santé-sécurité au travail, il y a une psychologue du travail, il y a une assistante sociale. On peut avoir, et je le vois dans le chat et je trouve ça super intéressant, des ambassadeurs handicap. Voilà, ça n'est pas le rôle du référent, mais en tout cas, l'ambassadeur, finalement, c'est le collègue de proximité qui a un peu plus sensibilisé que les autres. Et c'est très bien parce qu'on a des référents sécurité ou quelques personnes formées SST. C'est super, on peut avoir aussi cet ambassadeur handicap. C'est intéressant, ça vient créer un réseau, si vous voulez, une communauté aussi qui prend forme et qui est forte et qui est impactante finalement dans l'entreprise et auprès de la direction. Donc ça, c'est une très très belle idée. Et pour rebondir sur le sujet de la culture d'entreprise, on est sur un sujet quand même qui vient justement nourrir la culture d'entreprise. Quand on a préparé le webinaire, je ne sais plus laquelle de vous disait qu'en fait, le handicap, c'est un sujet individuel, mais ça devient un projet collectif. Exactement. Et qui vient nourrir la culture. Il y a vraiment ce sujet de culture, en fait. Si toute l'entreprise baigne dans cette culture-là, c'est ce qui va contribuer aussi à la normalisation de ce sujet qui est encore trop tabou. Écoute, je dirais même que ça vient nourrir la culture d'entreprise, mais ça peut venir l'impacter de manière très importante. Et là, tout vient vraiment du mindset de la direction. Qu'est-ce que la direction veut impulser en fait dans son organisation? Quelles sont les valeurs de cette entreprise? Ça, c'est hyper important en général. Vous savez, en plus, les fonctions RH, c'est assez viscéral et on rejoint une entreprise très souvent pour les valeurs qu'elle porte. Et quand en plus on est convaincu par des valeurs très fortes telles que l'accueil, l'intégration de la situation de handicap au sein de l'entreprise, effectivement, on vient impacter cette culture d'entreprise. Et puis, ça vient nourrir aussi notre marque employeur. Ça veut dire que quand on vient se vendre, quand on doit recruter, essayer d'attirer, moi, je suis fière de dire j'appartiens à telle entreprise qui porte ces valeurs-là. Et donc, moi, j'aimerais vous accueillir chez moi parce que je pense qu'on peut vous faire du bien et vous pouvez certainement faire du bien à notre entreprise aussi.
Et du coup, nous, côté structure externe, on est forcément en complément de ça, hein. C'est vraiment la base, comme le dit Caroline, c'est vraiment cette structure globale, ces valeurs internes qui sont mises en place. Et nous, là, on va arriver donc en complément. C'est peut-être pour faire déclencher le dernier pas, puisque nous, toutes les personnes qui sont en situation de handicap et qui nous disent ne pas se déclarer, bien évidemment, on va avoir des actions d'incitation pour leur expliquer quel est leur intérêt à le faire et donc vraiment leur dire, bon, on a vu que, surtout n'hésitez pas, dans tous les webinaires qui sont animés également sur ce sujet, on repousse le sujet pour les inciter à le faire en mettant toujours en avant leur intérêt, comme on le disait, tout ce qui va être en lien avec l'aménagement qui peut être fait, en lien avec l'accompagnement qui va être fait. Donc nous, c'est là-dessus qu'on va arriver en complément à ce qui est déjà mis. Bien évidemment, si dans le reste de l'entreprise, il n'y a rien qui est mis en place, Mmh. on peut rien faire, mais dès qu'il y a cette dynamique, ce projet, hein, parce qu'en fait, c'est vraiment un projet qui est mis en place par l'entreprise, c'est pas une action une fois pendant la semaine du handicap, c'est un vrai projet d'entreprise. Nous, on peut arriver pour la dernière étape, pour les aider à se déclarer. Alors, dans le chat, il y a Caroline qui me tend une méga perche puisqu'elle dit, elle dit: «Quelles études ou impact business avez-vous présenté à la direction pour les embarquer?» Justement, on va arriver sur ce sujet. Comment convaincre la hiérarchie? Parce qu'il y a aussi cet enjeu-là. Tout ça, c'est bien joli, mais si la hiérarchie ne suit pas, ça va s'annoncer compliqué. Donc, comment est-ce que concrètement, on va aller les convaincre? Oui, alors effectivement, souvent on vient les convaincre par la dernière partie, je dirais, donc plutôt les bénéfices financiers. Mais pour ça, il ne faut pas être seul. Et pour être seul, il faut venir embarquer en fait aussi tous les collaborateurs. Donc les bénéfices qui sont internes, effectivement, de la solidarité, de l'esprit d'équipe, de l'ouverture. On le disait, ça vient forcément impacter et renforcer une culture d'entreprise. Quand on renforce une culture d'entreprise, ça veut dire qu'on a un sentiment d'appartenance qui est fort, qu'on est impliqué et engagé dans l'entreprise. Ça veut dire qu'on va réduire aussi considérablement le turnover, le niveau de plainte, de complainte. Et en fait, on va vraiment sentir cet élan et cette dynamique positive. Quand on a moins de turnover, quand on a moins d'absentéisme, eh bien forcément, ce sont aussi des bénéfices financiers, j'ai envie de dire, parce qu'on ne va pas dépenser pour suppléer les absences ou les départs de certains collaborateurs. Et puis, on va donc développer, et ça c'est le bénéfice externe majeur, je dirais, cette marque employeur. En fait, l'entreprise va devenir quelqu'un, j'ai envie de dire, sur le marché de l'emploi, c'est-à-dire être reconnue pour une valeur qui n'est pas forcément ce qu'elle va produire ou le service qu'elle va rendre. Elle va être reconnue pour une valeur profonde et qui va venir finalement attiser encore plus et attirer ensuite les nouveaux candidats. Donc les bénéfices, ils sont aussi sur cette image en interne, sur cette image en externe, sur le fait qu'on ne va pas trop partir de cette entreprise, qu'on va vouloir même l'intégrer, qu'on va vouloir y travailler sur son poste de travail, sur ses missions du quotidien, mais aussi sur des projets plus transversaux. Et donc, là, en fait, cette entreprise, elle va performer. Et ça, on le voit, les études le montrent. Elle va performer, elle va être innovante. Et en ce moment, en termes d'innovation, on entend quand même plein de choses sur lesquelles il faut absolument prendre le virage, sinon on va rester un peu dans les choux. Donc, en fait, cette entreprise qui va pouvoir se doter de cette stratégie et qui va pouvoir embarquer tout le monde va vraiment venir se mettre en lumière sur finalement une stratégie à suivre, mais qui, pour moi, est des plus normales, vu qu'on parle du sujet du handicap. C'est vraiment le sujet du tout à chacun, en fait. Est-ce que c'est mesuré concrètement? Valérie demande, peut-être que tu as des éléments, Clara, comment est-ce qu'on mesure ça? Enfin... Alors, nous, c'est vrai qu'on ne va pas mesurer la réduction du turnover ou de l'absentéisme. Ce n'est pas forcément des KPI qu'on va avoir, nous, en interne, même si je suis sûre, comme le disait Caroline, qu'il y a plein d'études qui existent déjà sur le sujet. Nous, ce qu'on peut davantage... alors, bon, j'ai un chiffre, mais qui est vraiment beaucoup trop global, qui ne va pas parler forcément handicap, mais nous, par contre, sur la partie marque employeur, c'est quelque chose qu'on mesure. Et donc, le fait de mettre en place Claro,
on le voit, impacte positivement la marque employeur. Et ça, nous, on a des chiffres où on a Mmh. 80% des personnes qui utilisent Claro, donc c'est vraiment beaucoup plus global, hein, mais ont une meilleure image de leur entreprise. Et ça, en fait, tous ces sujets-là de comment est-ce que la marque employeur, comment est-ce que l'esprit d'équipe, comment est-ce que tout ça va impacter véritablement l'entreprise, la réussite de l'entreprise, en fait, c'est ça qui va intéresser la direction. Ça, c'est pour discuter avec beaucoup de RH sur plein de sujets, donc celui du handicap, mais aussi plein d'autres, j'ai l'impression, un enjeu clé globalement dans le rôle du RH, de réussir à faire comprendre que la marque employeur, ce n'est pas un joli mot, mais que ça a un impact global sur l'entreprise, parce que les gens vont vouloir rester, parce qu'ils vont être fiers, parce qu'ils vont vouloir faire venir des personnes de qualité dans leur entreprise. Ça, c'est un travail de longue haleine pour convaincre la direction. Mais j'ai l'impression que c'est un sujet qui est de plus en plus pris et que de plus en plus d'entreprises, maintenant, ça y est, et de plus en plus de dirigeants, aujourd'hui, ont conscience de cette difficulté-là. Et je pense vraiment que, en utilisant des études ou quelques outils d'IA, on peut facilement retrouver des études qui vont chiffrer ce sujet-là de l'impact de la marque employeur sur les chiffres. Mais ça part aussi pour que la direction croie aux chiffres, il faut leur répéter souvent et il faut qu'eux l'intègrent petit à petit. Ouais, mais des fois, On ils va sont passer- convaincus. Et déjà, s'ils sont Exactement. convaincus, je veux dire, parce que vraiment viscéralement, au-delà des chiffres, parce qu'après, effectivement, on en a des KPI, hein, on a des KPI de turnover d'absentéisme, mais en prenant juste en considération la population des travailleurs handicapés, entre autres, les KPI de performance avant la mise en place d'une démarche telle et après la mise en place. Donc, on peut suivre les KPI, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que du moment que la direction, en fait, au-delà d'accepter cette stratégie, la vie vraiment hein, en son sein intérieur, c'est beaucoup plus simple parce que ça veut dire qu'on y croit vraiment et faire ce qu'on croit, ça fonctionne, ça fonctionne. Même quand on a affaire à des ingénieurs, en fait, Valérie, je vois dans le chat, parce que je suis entourée majoritairement d'ingénieurs. Ça te parle. Oui. Tu es bien placé pour le savoir. Je vois le temps qui défile, alors je vous propose qu'on avance sur le sujet action, avec notamment Caroline, je sais que tu as fait un travail main dans la main aussi avec la GFIP, donc ça serait intéressant de comprendre comment ça a pu se mettre en place, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? Alors oui, je vais laisser après la parole à Laura, mais effectivement, sur la partie plan d'action et la mise en place, je parlais tout à l'heure de tout ce qui est autour de l'organisation du travail, mais c'est surtout donc créer un environnement qui soit complètement adapté aux restrictions ou aux aménagements qui sont demandés. Et dans ces cas-là, on a recours en fait à la GFIP qui vient faire des études du poste et qui vient nous aider. Quelqu'un qui serait malvoyant, on peut revoir vraiment tout le parcours du parking jusqu'à son poste de travail, jusqu'à la cantine, les toilettes et autres. On peut adapter le matériel de bureau. Il y a énormément en fait de choses différentes qu'on peut faire, utiliser des logiciels spécifiques en fonction des problématiques de chacun. Donc il y a énormément de choses, mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec la GFIP. Caroline, il y avait une question sur le chat sur la dyslexie. Et effectivement, j'ai vu des échanges sur les outils qui existent aujourd'hui, même certains complètement gratuits, très faciles à installer. Voilà, c'est un point sur la dyslexie. Et la question était posée notamment sur est-ce qu'on peut faire un dossier auprès de la maison du handicap? Est-ce qu'on peut éventuellement être reconnu en qualité de travailleur handicapé quand on a une dyslexie ou d'autres dys? La réponse est oui. Et évidemment, le dossier se construit avec son médecin traitant, la médecine du travail, par exemple. Hein. Mais voilà, c'est juste pour dire qu'il existe aussi beaucoup d'outils. Il y a une certaine lourdeur administrative aussi dans cette démarche. Et en ça, Clara, vous accompagnez aussi sur la partie administrative. Complètement. Nous, sur la partie accompagnement, c'est un point fort, puisque donc on va avoir des conseillers, des experts qui vont accompagner les collaborateurs dans toute leur démarche. Donc ça va aller de la démarche de RQTH, qui est quand même la première pour donc avoir ce statut qui permet de dire qu'on est
en situation de handicap et qui va permettre de débloquer plein de choses derrière et qui prend beaucoup de temps. En soi, c'est juste remplir un dossier auprès de la MDPH. Mais voilà, il peut y avoir pas mal d'allers-retours et ça prend un peu de temps. Donc nous, on a des conseillers qui sont là pour les accompagner, trouver la NDPH, la bonne pour le département, les aider à récupérer tous les documents dont ils ont besoin et ensuite faire les échanges avec la NDPH pour mener à bien et récupérer le dossier. Et donc, c'est vraiment du temps gagné à la fois pour le collaborateur, à la fois gagné pour les équipes RH, parce que, donc, comme on le disait plus tôt, certaines équipes RH le font avec leurs collaborateurs. Donc nous, on aide vraiment sur cette partie accompagnement. Et en fait, on n'est pas juste là pour dire, bon, voilà, on fait votre dossier RQTH et puis on vous laisse tranquille. C'est vraiment un peu comme la réflexion de l'AGEFIP, mais sur un autre sujet, où on dit, bon, maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec vous? Et donc, quelles sont toutes les autres démarches sur lesquelles on peut vous accompagner? Et donc, on prend véritablement en charge tout ce qui est démarche administrative en lien avec les aides. On sera là de bout en bout avec un conseiller dédié pour le collaborateur. Top. Alors, pendant tout ce webinaire, il y avait un espèce de fil rouge autour de la communication. Justement, on va parler aussi plan de communication. Alors, avec des exemples très concrets, notamment ce que vous avez pu mettre en place, notamment toi, Caroline, dans ton entreprise, et ce que la GFIP peut apporter. J'en profite, petite parenthèse, Valérie, tout à l'heure, demandait dans le chat, les managers sont débordés. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour les embarquer? Quels sont les leviers pour les embarquer sans que ça devienne une lourdeur supplémentaire? Donc, je vous ajoute juste ça dans la tête pour que vous puissiez penser peut-être à évoquer aussi ça. Ouais, Alors, le manager, en fait, alors juste pour le manager, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, la plaque tournante. Donc, en fait, effectivement, il doit être sur tout, sur la qualité, la sécurité au travail, la performance, l'innovation, absolument tout. Donc, en fait, effectivement, on vient rajouter une strate. En fait, c'est un état d'esprit plus que du travail supplémentaire. Donc, on vient l'aider, l'accompagner, mais il faut juste voir les choses sur l'une des facettes du prisme, voilà, le handicap. Mais en fait, ce n'est pas forcément du travail supplémentaire en tant que tel. D'accord, je comprends. Est-ce que vous avez des exemples de sensibilisation à nous partager, du coup? Laura, tu veux? Oui. Alors, Laura, tu vas forcément nous parler des Duo Days. Alors, nous sommes jeudi fin novembre et c'est le Duo Day. Oui, c'est vrai. C'est une belle journée. Et j'espère que vous tous qui nous écoutez aujourd'hui, ce matin, vous êtes dans des entreprises où il y a quelques stagiaires qui vous rejoignent pour la journée. Tu peux nous expliquer le principe, justement? Ouais. J'y vais. Alors, le Duo Day, c'est tous les ans, le jeudi de la... nous sommes en pleine semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, on l'a dit. Et le jeudi de cette semaine, chaque année, est consacré à l'accueil en entreprise d'un ou plusieurs stagiaires. Ce sont des personnes en situation de handicap qui souhaitent découvrir un métier. Donc, elles vont passer une journée en observation. Alors, principalement parce qu'elles sont en recherche d'emploi, peut-être parce qu'elles se reconvertissent suite à un accident de la vie, comme on a dit précédemment. Voilà, suite à une maladie qui surgit, on n'est plus en mesure d'occuper le poste qu'on avait précédemment. On revient après une série d'arrêts maladie et finalement on décide qu'on doit changer d'univers professionnel. Donc voilà, un exemple très concret. D'ailleurs, si vous êtes un maître nageur et que vous avez développé une allergie au chlore, vous allez obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Vous ne pouvez plus exercer votre métier de maître nageur, étant donné cette allergie très handicapante, mais dans ce contexte professionnel-là. Donc, cette personne va passer peut-être par un accompagnement spécifique pour se former à d'autres activités professionnelles. J'en profite pour citer le Duo Day et merci de
me permettre d'en parler. Mais il existe d'autres outils qu'on appelle information, sensibilisation, La communication. fresque? Alors, la fresque, quelqu'un l'a évoqué, merci, c'est adorable. Mais c'est un des outils que nous mettons à disposition. Je rejoins Caroline sur tout ce que tu as dit, sur le fait que la démarche handicap, c'est quelque chose qui se met en place finalement euh, par des petites actions au début. On commence tout doucement. On n'est pas tout seul. Il y a de nombreux acteurs qui sont là avec nous. Donc nous, la GFIP, on fait partie de cet écosystème parce que finalement, on n'est pas tout seul non plus. Il y a Cap Emploi, France Travail. On n'a pas autour de nous, on n'a pas quelqu'un de France Travail, mais je tenais à rappeler que France Travail a développé un dispositif qui s'appelle HandiMatch, ce qui fait que les entreprises qui s'intéressent, qui veulent développer des politiques handicap, elles peuvent être reconnues et valorisées dans leur démarche. Et quand elles recrutent, elles vont être boostées et elles vont avoir accès à d'autres CV, et notamment des CV qui viennent de personnes qui souhaitent annoncer dès le CV qu'elles sont RQTH. Donc c'est toute une dynamique que nous espérons lancer pour toujours le même principe, c'est-à-dire permettre à des personnes en situation de handicap d'en parler de manière décontractée, de parler des conséquences du handicap sur l'emploi et de manière à quelque part banaliser la situation. Et puis voilà, tout ça se met en place très progressivement pour que progressivement justement ce climat de confiance s'installe auprès de tous les collaborateurs. Caroline, tu l'as très bien expliqué, c'est une démarche de tous les instants qui est formidable parce que quand je t'écoute, j'entends que c'est quelque chose dont les salariés, les collaborateurs se sont emparés. Alors oui, ce sont des ingénieurs, mais tu les as mis en groupe de travail, ils se sont mis eux-mêmes au travail. C'est formidable parce que ça vient du terrain. Et pour peu que la direction était embarquée, alors il y a une sorte de rencontre autour de cette évidence que nous sommes tous concernés par le handicap, de près, très près même, ou de loin, mais en tout cas que nous ne pouvons pas passer à côté de ce sujet. Donc, une fois que le climat de confiance est instauré, eh bien, il reste plus qu'à laisser finalement les démarches s'installer très progressivement à travers, alors oui, de l'animation, de la sensibilisation, des informations. Peut-être que l'année prochaine, vous aurez envie de communiquer, par exemple, vous, entreprise, sur le sujet de l'endométriose, pour aussi informer tout le monde au sein de l'entreprise sur cette maladie-là, qui peut elle aussi faire l'objet d'une RQTH par exemple. Donc encore une fois, continuer à sensibiliser sur ces sujets très importants. Laura, c'est beau ce que tu as dit, c'est presque une conclusion. Et ça tombe bien parce qu'il nous reste 3 minutes. Alors, petite parenthèse quand même, parce que je tiens à le souligner, dans le chat, on a des personnes qui semblent inspirée et inspirante, parce qu'on a Karine qui nous dit que chez elle, 6 duo day aujourd'hui, 5 pour Valérie. Donc, c'est assez... Bravo, ça fait plaisir de lire ça. De manière assez concise, Caroline, tu veux bien compléter, parce que je sais que tu avais un exemple à nous partager que je trouvais assez intéressant, de faire intervenir quelqu'un d'externe dans l'entreprise. Voilà. Je compte sur toi pour... là, je te tiens, il y a 1 minute pour pitcher cet événement. Au-delà des campagnes d'information, des témoignages, des sensibilisations à ce qu'est la reconnaissance des travailleurs handicapés, à inciter les personnes à se faire connaître et autres, en fait, on a eu un moment très, très fort l'année dernière qu'on a voulu proposer à nos salariés pour dire, OK, le handicap, c'est aussi une énorme force. Et en fait, on a fait appel à un de nos voisins qui habite à côté, qui est un champion paralympique à Paris, médaille d'or sur le badminton. Donc, c'est Charles Knox. Et en fait, Charles est venu passer une demi-journée avec nous et nous a parlé justement de cette force du handicap. Comment lui, pour pouvoir en fait être au niveau où il est aujourd'hui, a transformé son handicap et tous les problèmes qu'il pouvait rencontrer en une véritable force, une force mentale, une force dans son sport et une force surtout à transmettre aux autres. Et si vous
auriez vu les yeux de tous les salariés qui écoutaient Charles, on était tous waouh, baba devant ce qu'il pouvait nous raconter. Ça a impacté énormément en fait l'entreprise. Ça a impacté notre culture d'entreprise, on en parlait tout à l'heure, parce que vraiment, ça veut dire que si on apporte ce genre de témoignage en fait à nos collaborateurs, c'est parce que nous, on y croit vraiment. Sinon, on ne ferait pas ce genre de démarche. Et en fait, de pouvoir partager, mais avec quelqu'un de connu, quelqu'un qui est plein de réussite. Il y a la notion de rôle modèle aussi qui est importante. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en plus, bon, lui, ce handicap, il le porte depuis qu'il est né. Mais comment, alors que c'était une véritable honte quand il était jeune, il a pu transformer ça, voilà, en la plus grande des réussites, jusqu'à avoir une médaille d'or paralympique l'année dernière. Et donc, voilà, je pense que ce sont des moments qui sont très, très forts et où là, le handicap est quand même visible et vraiment de manière extrêmement positive et porteuse pour tout à chacun. 1 minute. C'est très beau. Très beau. Ouais, bravo. Je souligne. Alors, les questions, honnêtement, on y a répondu au fur et à mesure. Je ne crois pas qu'on ait laissé en suspens. Je suis plutôt fière de moi. Le replay vous sera envoyé automatiquement juste après le webinaire, je vous rassure. Et il y a Karine qui dit, lundi, on accueille le champion d'Europe d'escrime avec qui nous avons parlé santé mentale. Génial, j'adore. Je trouve ça trop chouette que vous partagiez vos initiatives. On est arrivé au bout de ce webinaire. Alors, Clara, comme elles ont plus ou moins déjà fait des belles conclusions avec leurs exemples, je vais te laisser l'honneur du mot de la fin, Clara. Je vais être beaucoup moins inspirée, mais en tout cas, merci à toutes les trois. C'était un webinaire très intéressant. J'espère que ça a appris des choses à notre audience, parce que c'était ça l'objectif de ce webinaire, que tout le monde en ressorte en ayant appris des choses et envie de mettre en place des actions dans son entreprise. Et je vais quand même faire un petit peu la publicité de Claro. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter si jamais ça vous intéresse, d'accompagner vos collaborateurs sur les sujets financiers et même d'accompagnement dans leur démarche. Et si vous voulez aussi en savoir plus sur sur vos collaborateurs en situation de handicap, parce que ça peut aider. On a plein d'informations qui sont évidemment RGPD compliant, on ne vous donnera pas de nom ni rien, mais ça vous permet de mieux comprendre quel type de handicap vous allez avoir dans votre entreprise, et donc adapter vos actions. Et donc, nous, on aide aussi dans vous aider à mieux comprendre vos salariés et donc à adapter toutes les actions que vous allez mettre en place, et qui, je pense, est un point très important dans les actions qu'on met en place. Écoute, au vu des réactions dans le chat, j'ai l'impression qu'on a rempli le contrat. Des personnes nous remercient pour les idées que vous avez partagées. Karine qui dit « Ensemble, on est plus fort ». Qu'est-ce que c'est beau. En tout cas, moi, vraiment, je tiens à vous remercier toutes les trois, parce que je suis ravie qu'on ait pu avoir cette occasion sur Culture RH d'accompagner ce sujet. Et puis, on ne s'arrête pas. Moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler package de rémunération. Rejoignez-nous mardi prochain si le sujet de la rémunération vous intéresse. Et puis, écoutez, je vous ai mis aussi le support dans l'onglet Handouts si vous voulez récupérer le support d'aujourd'hui. Merci toutes les trois. Merci Clara, merci Caroline, merci Laura. Merci Caroline. À très merci bientôt. Anaïs, merci Clara. Merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir.